Cette semaine, Plein Écran se replonge avec délice dans le glorieux passé du jeu vidéo, le rétro gaming, un devoir de mémoire ludique qui a ses fans, ses collectionneurs et désormais son musée. Nous sommes allés inaugurer le premier du genre qui vient tout juste d'ouvrir sur le toit de l'Arche de la Défense. L'occasion de raconter 40 ans d'histoire de jeux vidéo retracés au travers des machines qui l'ont fait avancer. Mais le rétro gaming est d'abord une affaire de passionnés. Nous avons découvert avec bonheur celui qui est peut-être le plus grand collectionneur privé de consoles de jeux en France, un hobby dévorant et qui prend de la place. Surtout, nous avons poussé la porte de la caverne d'Ali Baba des passionnés de mo5.com qui stocke, empile, conserve et répare toute l'histoire du numérique et milite, eux, pour l'ouverture d'un grand musée national du jeu vidéo. Plein Écran, saison 6, épisode 30, ça commence maintenant. Salut à tous et bienvenue dans Plein Écran. Si le jeu vidéo doit faire partie définitivement de nos cultures, alors il devra avoir une mémoire. À l'heure où s'ouvre à Paris le premier musée du genre, bienvenue dans un Plein Écran entièrement dédié au rétro gaming. Une nostalgie entretenue par deux doudins qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Vous allez le voir, un vrai rêve de geek, des geeks chez qui l'invasion a déjà commencé. Si les sites dédiés au rétro gaming sont nombreux, très nombreux sur le web, la conservation des machines était jusque-là l'affaire de passionnés. Nous sommes dans les bureaux d'Étienne Mineur, une signature du design interactif en France et, c'est moins connu, peut-être le plus gros collectionneur privé de consoles vintage. Des consoles qui prennent la poussière dans un placard, on en a toutes quelques-unes à la maison. Étienne Mineur, lui, en a quelques centaines et il les connaît toutes sur le bout des doigts. Et je crois qu'il y a eu plus de 80 Pong français, consoles, les NES pirates. Kodak, ça. Une pirate russe, ça c'est les Neo Geo. Un casse-brique de Nintendo. Moins classe, la Bingo. Il y avait même une autre version de Lynx. Voilà. Alors là quand même. Ah oui, considéré comme le pire jeu de l'histoire de l'humanité des jeux vidéo, quand même, E.T. La collection, c'est toujours une affaire de passion, mais bonne nouvelle, à part la place et le temps qu'il y consacre, le hobby d'Étienne Mineur ne coûte pas des fortunes. Une collection démarrée, comme souvent, par hasard. Je suis rentré dans le premier magasin, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et donc le mec m'a montré tout ça, et c'est là où je me suis dit, mais j'ai des vieilles consoles chez moi. Donc je les ai retrouvés, je dis, waouh, donc avec 15 ans de retard, bon il y a un côté nostalgique j'imagine, mais pas tant que ça. C'est plutôt de la curiosité. Puis après, ça coûtait pas cher à l'époque, ou dans les brocantes. En fait, par exemple, chez mes grands-parents en Dordogne, il y a toujours dans ces petits villages des brocantes et choses comme ça. Puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un, voilà, vous trouvez sur l'étalage, genre ça. Et là, vous faites, Seb, ils ont fait des consoles de jeux. Et là, le mec vous dit, ça coûte 5 francs. Je vais la prendre, voilà. Autant le dire clairement, toute la première génération de consoles de salon étaient des clones les unes des autres, toutes basées sur le Pong de Nolan Bushnell, qu'il avait inventé mais pas breveté, un jeu imité, décliné, un carton basé sur la simplicité. Il avait dit, il faut arriver à créer un jeu où n'importe quel mec bourré dans n'importe quel bar puisse y jouer. Ça, c'est la phrase fondamentale de la création du jeu, c'est-à-dire qu'on ne lit pas de mode d'emploi. Il avait compris que les gens, dès que c'est sur écran, les jeux sur écran, on ne lit pas de mode d'emploi. C'est l'induction qui marche et pas la déduction. Alors qu'un jeu d'échecs ou un jeu de cartes, si vous ne lisez pas le mode d'emploi, c'est pas très amusant. Voilà. De Nintendo à Atari, de Sega à NEC et tous les autres, la collection d'Étienne Mineur ravive les souvenirs et met parfois la larme à l'œil. Comment oublier par exemple les jours glorieux de la Vectrex, cette première console au graphisme vectoriel sortie en 82. L'écran était noir et blanc certes, mais chaque jeu avait son transparent en couleur. De l'animation aux manettes, du packaging au gameplay, chaque console est une étape dans l'histoire du jeu et le regard du collectionneur dans le rétroviseur ne tient pas uniquement de la nostalgie. Les jeux vidéo n'ont pas d'histoire, en fait. Les gens qui sont dedans, c'est ça qui est étonnant, en fait voient toujours au lendemain ou surlendemain, ils sont toujours en train de regarder devant et en fait ne regardent pas beaucoup derrière eux. Et c'est vrai qu'au niveau des archives, genre par exemple Nintendo, mais Sega, je suis sûr qu'Atari aussi, des choses comme ça, ont perdu beaucoup de choses. Et en fait, il y a des collectionneurs qui gardent l'histoire de ce genre de choses. Et là où c'est intéressant, alors moi je suis un designer, c'est de revoir la manière dont certains designers dans les années 70 ont répondu à des contraintes précises, des contraintes technologiques très fortes, des usages par rapport au public, comme on a vu par exemple la première, celle-là, où on avait vraiment des jeux de plateau mélangés, c'est qu'en fait les gens n'avaient aucune idée qu'on pouvait jouer sur une télé, donc on a rajouté des éléments tangibles, et d'ailleurs on y revient en ce moment, moi ça m'intéresse, moi je travaille là-dessus sur des objets jeux vidéo
tangible en fait, hein. Donc une sorte de mix de jeux de plateau et de jeux vidéo. Si vous aussi voulez vous lancer dans la collection, parlons gros sous, prix moyen de ces consoles vintage autour d'une trentaine d'euros chacune. Un prix désormais codifié dans des argus que l'on trouve très détaillés sur le web. Mais bien sûr, il y a aussi quelques pépites, quelques trésors qui n'ont presque pas de prix. Quand on a l'emballage, ça dépend de l'état en fait, hein. Par exemple, des Atari 2006, ça vaut rien du tout parce qu'en fait, ils en ont fabriqué des millions et des millions. Ah. Ça, celle-là, je ne sais plus exactement le prix, mais ça doit monter vite à 200 ou 300 euros maintenant dans l'emballage. En plus, il y en a qui sont encore sous blister. Et puis après, il y en a qui n'ont pas de prix, hein. Voilà, mais je sais plus, la plus chère que j'ai achetée, je pense que ça doit être l'intégrale, la NES d'origine japonaise avec le lecteur de disquette, le clavier et Metroid Prime et Zelda en disquette sous blister pas ouverte. Voilà. Celle-là, je sais pas, j'ai honte de le dire. Non, je sais pas. Non, honnêtement, je l'ai achetée au Japon et elle a dû me coûter 300 euros. Voilà. On passe d'une collection privée à une autre, collective. Celle-là, nous sommes en proche banlieue parisienne, mais vous n'en saurez pas plus. Le lieu est discret et pour cause, c'est dans cet entrepôt que se trouve la plus grande collection de l'histoire du numérique en France. Bienvenue dans les locaux de MO5, l'association qui milite depuis 1996 pour la conservation de cette mémoire de l'informatique et du jeu vidéo. Ici, on garde tout, les consoles de jeux, les jeux eux-mêmes, les bornes d'arcade, les consoles portables et même les ordinateurs, les petits et les grands. Quelques centaines de mètres cubes d'un bric-à-brac ludique et joyeux, une collection née des dons de passionnés et alimentée par les membres de l'association. On n'a pas idée en fait des vieilles choses qui traînent en France. J'ai l'impression qu'ils traînent des vieilles choses dans tous les greniers des Français et on arrive à retrouver des fois des perles ou même des machines qui sont sorties à très peu d'exemplaires, quoi. Et on peut avoir de vraies belles surprises. De belles surprises qui s'amoncellent par milliers ici pour être testées, répertoriées et souvent prêtées pour des expositions ou des salons. MO5 a même son atelier pour ramener à la vie des consoles hors d'âge. Et si l'on veut tout stocker, il faut savoir tout réparer. Les micro-ordinateurs, les consoles de jeux, les bandes d'arcade, tout. Et particulièrement les vieux ordinateurs comme celui-là, un Commodore 64 de 83. Donc ça a quand même un âge assez avancé et malheureusement on en perd de plus en plus et donc il y a plusieurs remèdes. C'est des ordinateurs réputés pour chauffer énormément, donc on peut mettre de la pâte thermique sur les processeurs, tout ça pour aider à ce que ça chauffe pas trop, tout ça. On voit que c'était, même à l'époque par les entreprises, c'était assez bidouillé, les câbles qui remplacent les circuits intégrés, donc c'est pas toujours très orthodoxe et à réparer c'est encore moins facile. Surtout dans les murs de MO5, il y a un trésor sans égal. Bon, comme ça ne ressemble à rien, mais dans ces cartons se trouvent 17 000 pièces répertoriées, documentées, presque prêtes à l'emploi. Des reliques toutes destinées à peupler un futur musée national du jeu vidéo que l'association appelle de ses voeux. Tout ce qui se trouve là sur ces racks de rangement, dans des cartons numérotés, eh bien, ce sont des pièces destinées au musée national des jeux vidéo. Ce qui nous tient à cœur chez MO5, c'est de toujours proposer du matériel jouable, pas seulement quelque chose d'inerte ou statique derrière une vitrine. Il est important que les gens rejouent ou découvrent ce qui a fait l'histoire des jeux vidéo. Un projet porté depuis longtemps et soutenu aujourd'hui par quelques grands noms du jeu vidéo français comme Philippe Ulrich, un pionnier, L'Arche du Capitaine Blood, c'était lui, Air Informatique, Cryo, c'est lui aussi. De quoi expliquer un plaidoyer pour la conservation de toute cette mémoire. Alors pourquoi il faut un musée du jeu vidéo? Bien, tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus volatile et de plus que les données numériques. Par exemple, moi qui suis auteur de jeux vidéo, j'ai commencé dans les années 80, je ne peux plus jouer à mes jeux par exemple. C'est une vraie culture, quoi. En même temps, l'idée dans le musée du jeu vidéo, ça n'est pas que de faire du jeu vidéo, l'idée c'est de faire tout ce qui nourrit aussi le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, sans la bande dessinée par exemple, sans la musique, sans la technologie pure, c'est-à-dire l'interactivité, les interfaces, les usages, etc., le jeu vidéo n'existerait pas. Donc c'est une famille quand même qui englobe un petit peu, je dirais, toute l'interactivité autour de tous les multimédias. En attendant que le jeu ait son musée national, bonne nouvelle, il existe depuis cette semaine à Paris un musée, privé certes, mais bien ouvert au public, invité à venir voir et presque toucher du doigt les 4 décennies du patrimoine du jeu vidéo. Ça se passe sur le toit de la Grande Arche de la Défense, 200 mètres carrés qui concentrent l'histoire vidéoludique, même si l'on n'oublie pas ici
que le jeu n'est pas qu'une affaire de machine. On a 40 ans de consoles présentées de manière exhaustive, ce qui permet de raconter différentes histoires à partir des consoles. Déjà l'évolution technologique forcément de l'industrie, et à partir de là d'expliquer comment les joueurs et le profil des joueurs aussi a évolué dans le temps. On veut aussi montrer que le jeu vidéo, derrière ça, il y a des personnes qui travaillent. Donc on fait un Wall of Fame des personnalités les plus connues, les game designers internationaux, les précurseurs, ceux qui ont permis de créer l'industrie du jeu vidéo. On fait un focus sur les créateurs français aussi, la création française. Et puis une partie game culture, voilà, avec les produits dérivés et pas mal de choses dans ce sens. Dans les collections, toutes les consoles, même la première, l'Odyssey, mise en situation dans un salon très 70s, on a même retrouvé l'impayable pub télé qui va avec. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Ailleurs, bel effort sur le front des machines de poche, toutes ces Game & Watch d'avant la Game Boy. Rien à dire, tout y est, des consoles qui ont marqué chaque génération jusqu'au flop, depuis devenu collector. Autant de souvenirs pour ne pas oublier qu'il n'y aura peut-être un jour que du virtuel à conserver. On va inévitablement vers la dématérialisation du contenu. Donc présenter les cartouches et les supports physiques, le côté matérialiste de ce qui existait dans les 70-80 me paraît important parce que s'il faut, dans 10 ans, il n'y aura plus de support physique. Seul regret, forcément, le fait que l'on ne puisse pas jouer à toutes ces machines. Il y a bien quelques bornes pour jouer à Pong ou à Pac-Man. Un manque qui s'explique par des raisons de droit sur les jeux, de sécurité aussi. Un défi de plus pour un futur musée national pour lequel Plein Écran joint d'ailleurs sa voix à celle des rétro gamers. Message personnel et amical au ministère de la Culture. Si l'artillerie et la céramique ont leurs musées nationaux, le jeu vidéo mérite bien le sien. Voilà, cette émission est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Nous, on mettra évidemment sur le blog l'intégralité des interviews d'Étienne Mineur et de Philippe Ulrich. En attendant cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast en intégralité sur tf1news.fr ainsi que sur iTunes. À la semaine prochaine.